Au niveau de ta procédure judiciaire, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Selon la formule, elle suit son cours. Il m'est très difficile d'en parler parce que je ne maîtrise pas le sujet. La justice, j'ai jamais eu à y faire, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Et alors je laisse faire l'avocat qui s'occupe du dossier de gérer ça et d'avoir des remontées d'informations. J'ai pu rencontrer le juge d'instruction et on a défini à deux qu'il est préférable que je garde le silence sur ce qui se passe et sur ce qui se prépare pour éviter de faire des conneries, pour éviter de fausser l'affaire et de briser le secret de l'instruction comme on dit. Donc je reste silencieux et quand on me pose des questions un peu compliquées, je les renvoie vers l'avocat. Donc je n'aurai pas plus de choses à te dire, si ce n'est que ça suit son cours et que ça avance pas mal. D'accord. Quelle influence tes blessures psychologiques et physiques elles impliquent aujourd'hui dans ta vie? Physiquement, le corps humain a une faculté d'adaptation qui est quand même assez déconcertante. Parce qu'on s'y habitue quand même de ne pas voir à droite, tu vois, ne serait-ce que de parler avec toi, si je regarde dans cette direction, je ne te vois plus. Donc c'est tout un mécanisme, c'est tout un réapprentissage de pouvoir tourner la tête. Il y a pas mal de choses dans la vie qui sont un peu plus compliquées, mais c'est pas non plus. C'est chiant parfois de ne pas pouvoir voir sur la droite. Moi j'ai la particularité d'être très vite saoulé de l'oreille droite, parce que c'est-à-dire que comme je ne vois pas la personne sur la droite, et si j'ai du monde qui me parle sur la droite, j'ai l'impression que mon oreille se concentre un peu plus et je finis par avoir la tête pleine. C'est un des désagréments. Concrètement, l'autre jour j'ai assommé une personne dans la rue. Elle m'arrivait sur la droite, je ne l'ai pas vue, on s'est choqué, coup de boule, une demoiselle à peu près taillée comme toi, et elle est tombée par terre, quoi. On était à deux doigts d'appeler les pompiers parce que je l'ai vraiment assommée. Donc sur le coup, avec l'adrénaline du moment, plus préoccupé par l'état de la demoiselle au sol et de comment elle allait. J'ai pas fait plus attention à moi, mais en rentrant chez moi, je me suis dit putain merde, non seulement je peux faire mal à d'autres gens, mais je peux encore me faire mal à moi aussi, tu vois, parce que mine de rien, ça avait bien tapé. Et toutes ces petites choses à prendre en compte qui sont un peu compliquées. Et, voilà, il y a pas mal de petits désagréments par jour, mais voilà, ça reste, en tout cas en termes de physique, ça reste vivable. Après, psychologiquement parlant, c'est plus compliqué. C'est surtout compliqué de mettre des mots sur un état psychologique, surtout quand c'est le nôtre. Surtout de l'accepter aussi. De pouvoir, moi, ma grosse préoccupation, c'est de pouvoir trouver des psychiatres ou des psychologues avec qui je puisse m'entendre. C'est un peu comme un médecin de famille. Il faut avoir une certaine connivence, une certaine confiance pour pouvoir communiquer avec lui le mal-être qui nous anime aujourd'hui, malheureusement. Après, à défaut d'avoir perdu la vue et d'avoir les conséquences, et toutes les conséquences à la fois familiales, sur une vie professionnelle, sur une vie personnelle, qui sont très difficiles à mettre en place. Et puis moi, là-dedans, vient s'imbriquer le mouvement et la personne que je suis dans le mouvement. Il y a beaucoup de choses qui se choquent, donc psychologiquement, c'est très difficile. Je peux paraître comme ça de temps en temps, très actif, très motivateur, mais je ne vous cache pas que il m'arrive de temps en temps d'être chez moi et d'être au fond du trou. On en a discuté avec Gwendal, on en a discuté avec Patrice et tant d'autres mutilés. Il y a des moments ça va, puis il y a des moments on creuse à trouver du pétrole. Donc à nous de gérer ça, à nous d'essayer de trouver un mécanisme qui nous permet d'aller mieux. Moi personnellement j'ai trouvé beaucoup de soutien au sein des Gilets jaunes. Que le meilleur médicament que j'ai pu avoir, c'est, à défaut d'avoir perdu un œil, c'est d'avoir le regard des autres porté sur moi. On le dit que voilà, faut appeler un chat un chat. Si j'avais pas eu ces gens-là autour de moi, si j'avais pas eu les personnes là qui nous accompagnent ce soir et tant d'autres sur les manifestations, je serais au fond du trou. Très sincèrement, je serais au fond du trou. C'est pour ça que j'ai aussi voué un peu ma vie au service du mouvement pour peut-être rendre un petit peu à toutes ces personnes-là qui m'aident aussi psychologiquement à surmonter la pente, de ne pas pouvoir les abandonner et de garder l'espoir qu'on peut aller au bout de ce combat. Justement, tu parles de ton implication dans le mouvement Gilets jaunes. À ta hauteur, qu'est-ce que tu fais dans le mouvement des Gilets jaunes et est-ce que tes revendications elles ont changé par rapport au début? Ce ne sont pas mes revendications, ce sont les revendications communes à l'ensemble des Gilets jaunes. Celles pour lesquelles on s'est levé le 17 novembre, celles pour lesquelles aujourd'hui on a su se réunir, on a su discuter, échanger, débattre, retourner à une certaine fraternité qui de temps en temps se brise, il ne faut pas se mentir, mais on arrive à le rattraper.
ce ne sont pas mes revendications. Aujourd'hui, quel que soit le citoyen en France, même celui qui a du pognon, il prétend à bien vivre. Alors certes, nous, Gilets jaunes, on veut bien vivre avec une justice sociale, une justice fiscale beaucoup plus à l'écoute et au service du citoyen lambda qui lui fait vivre la France. Mais tu peux discuter avec un mec qui a du pognon, il veut bien vivre lui aussi, tu vois, quelque part. On en revient, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Après, c'est une question de bien-être dans le système dans lequel tu vis, dans le système à la fois familial, dans le système politique dans lequel tu vis. En ce qui concerne la revendication aussi de la démocratie directe et participative, aujourd'hui on s'aperçoit que les Français ont été désintéressés, désinstruits de la politique et qu'il est grand temps qu'on puisse récupérer la politique au sens noble du terme, et cela devrait passer par une démocratie directe et participative, de faire en sorte que, à défaut de venir réclamer la voix du français tous les 5 ans pour qu'ensuite on puisse la lui fermer à coup de répression, à coup de non-compréhension et de tout ce qu'on nous on vit en tout cas en tant que gilets jaunes, de pouvoir donner de la voix aussi pendant ces 5 années, parce que on est des Français, on est des travailleurs, on est des citoyens même de toutes origines qui vivons en France et qui faisons vivre le pays. Je pense qu'on a le droit de nous demander la parole quand des décisions importantes sont prises ou vont être prises en tout cas à l'échelle nationale. Après, il y a la revendication un peu plus symbolique qui est celle de la fin des privilèges de nos gouvernants, qui permettrait peut-être de les raccrocher un petit peu, à les reconnecter en tout cas à l'ensemble de ceux qui gouvernent. Puis on a une petite quatrième qui nous tient à cœur, nous en tant que mutilés, c'est celle des violences policières, parce que moi aujourd'hui je pars du principe que oui, je suis une victime des violences policières parce que j'ai perdu un œil, parce qu'aujourd'hui je suis aveugle d'un œil, mais moi, même une personne qui n'a rien reçu physiquement parlant dans une manifestation, mais qui a ressenti ce sentiment qu'on appelle la peur, est déjà victime des violences policières. Donc ça veut dire que l'ensemble des gilets jaunes, en tout cas au moins 99%, ont tous été victimes de la violence, parce que même le simple regard d'un gaz qui tombe ou d'un ami se faire frapper ou de quelqu'un qui court ou qui saigne, tu es déjà dans la violence policière. Donc c'est aussi important d'en parler dans les revendications. Donc c'est autour de cette base-là, si je ne m'abuse, en tout cas les fondamentaux et le canal historique Gilets jaunes, sur lesquels en tout cas les Gilets jaunes ont su se réunir, et au-delà de ça, unir l'opinion publique. Parce que aujourd'hui, dans le mouvement, je suis peut-être Jérôme Rodriguez dans le mouvement, mais dans la rue, je suis aussi Jérôme Rodriguez, et nombreux citoyens français, quand je prends le métro, quand je vais faire mes courses, quand je me balade dans la rue, je ne suis pas gilet jaune, monsieur Rodriguez. Mais ce que vous faites, ce que vous apportez, quand je dis vous, c'est le mouvement, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, cette base-là, il faut y revenir, il faut la travailler pour pouvoir agglomérer un maximum de personnes, un maximum de citoyens français autour de ce même projet. Alors, ça paraît basique, ça reste un tronc, mais dans ce tronc, il y a des branches, il y a des racines, à nous de les développer pour que dans le mieux vivre, on puisse avoir une justice pour tous. Parce que un retraité n'a pas les mêmes besoins qu'un célibataire, qu'une femme seule avec enfant, qu'un handicapé, tu vois. Donc à nous après de travailler là-dessus, et Dieu sait en tout cas, et l'ensemble des Gilets jaunes savent, que derrière il y a des groupes de réflexion qui ont su travailler, quelle que soit la mouvance, quelle que soit l'idée politique qu'il a du futur, et qui ont des propositions à faire pour améliorer le quotidien des Français. Donc c'est ça un petit peu les revendications et ce à quoi on essaye de faire avec les Gilets jaunes. Après moi, mon rôle dans le mouvement, en tout cas celui que j'essaye de tenir, c'est celui de relayeur, de pouvoir essayer de remonter les informations, de pouvoir partager avec l'ensemble des Gilets jaunes les informations. Je suis arrivé à ça parce que je trouvais qu'au début du mouvement, on avait trop peu d'informations pour savoir ce qu'on devait faire et peut-être s'organiser un peu mieux. Et comment te dire, donc de pouvoir travailler là-dessus. Après, il y a tout l'effet médiatique qui me permet d'avoir une fenêtre pour pouvoir exprimer la voix des Gilets jaunes. C'est pas ma voix que j'exprime, c'est que quand je discute sur ce type de soirée qu'on est en train de vivre, ou quand je discute dans les manifestations, sur les péages, les ronds-points ou les gens que je rencontre, de prendre des bonnes choses, des bonnes idées, de pouvoir les retravailler et de les ressortir sur un plateau télé pour faire entendre la voix des Gilets jaunes, et surtout, à défaut de faire entendre la voix des Gilets jaunes et de convaincre des Gilets jaunes, d'essayer d'aller convaincre d'autres citoyens. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que chez les Gilets jaunes, on parle à des convaincus. On sait ce qu'on veut, nous, en tant que Gilets jaunes, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait mettre toute notre énergie à essayer d'aller convaincre d'autres citoyens en colère à rejoindre ce mouvement de colère, pas forcément les Gilets jaunes, tu vois. Donc on essaye de travailler là-dessus.
Voilà, alors comme on dit aujourd'hui, on appelle ça un influenceur. J'aime pas trop ce mot-là, parce que pour moi un influenceur Plutôt un c'est, influenceur politique. je sais pas, mais en tout cas un influenceur pour moi dans mon esprit c'est les jeunes là qui font de la télé-réalité et puis qui vont te vendre du shampoing parce que t'as des cheveux ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis un peu gêné. Maintenant si j'ai de la voix et qu'elle peut intéresser et faire en sorte que ce soit que ça motive les gens, qu'à défaut d'être leader, que ça apporte du leadership pour pouvoir emmener un maximum de gens et faire passer le message des Gilets jaunes, bah écoute, j'en prends la responsabilité, je le fais, quoi qu'il m'en coûte, quoi que je prenne dans la tronche. Je le fais parce que je sais qu'il y a des gens derrière et que le message passe bien et que le message sera relayé aussi. Ok. Et au niveau de ton avenir personnel, comment tu vois la suite? J'ai du mal à cadrer mon présent, c'est très compliqué, j'ai pas d'avenir pour l'instant. J'ai pas d'avenir, ma journée s'arrête au moment où je me couche et elle recommence le moment où je me lève. J'ai pas d'avenir, beaucoup me traitent de feignant. Oui, aujourd'hui je ne travaille pas parce que psychologiquement je suis pas prêt pour travailler. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai assez de respect pour les patrons et les personnes qui seraient susceptibles de m'engager pour pouvoir les mettre à défaut parce qu'un matin je vais me lever, que je serai au fond du trou et que je ne serai pas en état d'aller travailler. Donc ça c'est déjà de prendre conscience psychologiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je ne peux pas mettre en panade un patron parce que je vais louper une journée parce que ce jour-là je serai pas bien dans ma tête. Et puis quelque part, ça paraît compliqué aujourd'hui de retrouver un patron quand tu as beaucoup de gens qui prennent les gens du mouvement et particulièrement Rodriguez pour un fouteur de merde dans la France. Le mec il fout la merde dans la France, il va foutre la merde dans ma boîte. Je pense que c'est deux choses très différentes. Tu signes un contrat, tu as des choses à respecter, tu as un règlement, tu as des tâches à effectuer. Donc tu restes dans cette optique-là de travail. C'est pareil, qu'est-ce que je vais faire? Parce que pour le coup, 8 mois avant le mouvement, j'avais pris une décision qui ressemble un petit peu à ce qu'avait prescrit Macron, c'est-à-dire celui de traverser la rue, voire de changer de métier si à un moment donné on ne trouve plus de ressources dans le métier actuel, c'est-à-dire je passe d'un métier de commercial pendant 20 ans au métier de plombier. Donc de repartir en apprentissage, d'avoir un maître d'apprenti à 39 ans pour apprendre un nouveau métier. Ça faisait 8 mois que j'avais commencé à rentrer en apprentissage plomberie et malheureusement c'est Macron qui a tout arrêté en me crevant un œil. Voilà, parce que je ne peux plus faire ce métier. Pourquoi? Parce que tu travailles dans le caca. Hein, la plomberie c'est du caca et j'ai pas envie qu'il y ait un morceau de caca qui me saute dans l'œil. Et puis on travaille dans des zones où il fait nuit parce que les tuyaux généralement ils sont pas en plein jour, hein, ils sont dans les caves et que c'est très compliqué aujourd'hui quand la pénombre tombe pour que j'aie toute ma visibilité. La journée ça se passe bien, à part quand on est ébloui par le soleil parce que tu fais comme ça donc forcément tu vois plus rien. Mais la nuit c'est très difficile de s'adapter au manque de luminosité. Je ne conduis pas le soir par exemple, je ne conduis plus la nuit.